on en a appris un peu plus sur vous justement à travers de ces questions, mais maintenant c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Enfin, CPO, LeadUX, comment on est arrivé là? Tu parlais justement école de commerce, mais qu'est-ce qui a fait que tu... École d'ingé. École d'ingé, excuse-moi. J'ai fait les deux. Tout va bien. École d'ingé et de commerce. Mais voilà, ça va. Comment est-ce que tu en es arrivé ici et pourquoi CPO? Enfin, pourquoi le produit déjà? Et qu'est-ce qui... En fait, j'ai fait une école d'ingénieur. Ok. Pourquoi? En fait, c'était une école d'ingénieur spécialisée dans l'informatique et j'ai fait une spécialisation en plus sur la supply chain management. Ok. Donc, je me suis lancée en fait en tant que chef de projet juste après chez Louis Vuitton dans la supply chain. Je me suis rendu compte rapidement que il y avait un gap entre ce que j'avais envie de faire et le temps que ça prenait à être implémenté dans des grands groupes. Donc je suis rapidement partie et là je me suis dit je vais faire du consulting pour essayer de comprendre dans quoi j'ai envie de me lancer. Et donc j'ai fait du consulting en sécurité des systèmes d'information. Ok. Et là, pareil, c'était génial parce que j'ai appris beaucoup de choses dans l'analyse, dans plein de choses, mais je voyais pas l'impact direct de ce que je mettais en place, ce que je voulais mettre en place, puisque en gros, on délivrait nos conseils, mais on n'allait pas plus loin. Et donc, je me suis lancée dans l'idée de construire une start-up à ce moment-là. Et donc, j'étais un peu jeune et naïve, mais je me suis dit, entre autres, je vais aller faire une école de commerce, en tout cas en Master Spé, pour essayer de comprendre comment on se lance dans l'entrepreneuriat et comprendre les dynamiques de l'entreprise. Donc j'ai fait HEC Entrepreneur à ce moment-là et je me suis... et en même temps, j'avais lancé un petit projet qui s'est bien déroulé, mais j'avais pas la même vision que la personne en interne dans le développement de cette startup. Donc je lui ai revendu tout le code qu'on avait fait et on a revendu un peu toute la création d'identité. On avait fait une app, en gros c'était mes premiers pas dans le product management parce qu'on avait fait une app dédiée aux livreurs. En fait on faisait de la livraison de pressing à domicile. Okay. Et donc il y avait donc les livreurs, l'app pour les livreurs, l'app pour les clients et l'app pour le pressing. Et quand on s'est lancé là-dedans, j'ai été le premier utilisateur nécessairement, donc j'étais la première personne à prendre l'app pour aller faire mes petites livraisons. Et donc ça m'a lancé un petit peu dans le monde du produit, mais j'étais pas encore au courant de ce que c'était le produit derrière. Rapidement en fait, j'ai vendu tout ce que j'avais fait. Pour des problèmes d'alignement avec mon associé et j'avais rencontré le CEO de Le Cab et on s'était dit qu'il y avait une opportunité de marché dans la livraison du dernier kilomètre parce qu'entre autres justement avec cette start-up là je m'étais rapidement rendu compte qu'il y avait rien sur le marché français à ce moment-là, il y avait ni Deliveroo, ni Foodora, ni Uber Eats, ni rien. Et donc on s'était dit qu'il y avait l'app qui avait déjà en gros, l'algorithme de distribution des VTC pouvait être en fait pivoté pour pouvoir créer quelque chose autour de la livraison du dernier kilomètre. C'est ce qu'on a fait. Donc du coup, j'avais eu 3 mois pour prouver l'opportunité de marché et présenter en fait comment développer cette nouvelle branche. Et ils m'ont donné en fait le budget pour lancer cette nouvelle business unit, donc from scratch, je me suis lancée là-dedans, un de mes premiers jobs du coup, et c'était assez intéressant, mais pour être clair, la start-up s'était fait racheter par un grand groupe qui était dédié au transport de personnes et pas au transport de marchandises, donc au bout de 2 ans, ils voulaient me couper tous les budgets, donc et que je fonctionne en autofinancement, c'était un peu trop compliqué pour moi de fonctionner en autofinancement face à un Uber ou face à un Deliveroo ou face à un Stuart. Du coup, j'ai lâché. Et là, je me suis dit, en fait, t'as construit beaucoup de choses, mais t'as pas construit d'expertise. C'est-à-dire que t'es multi-casquette, couteau suisse, tu peux faire du marketing digital, tu peux faire plein de choses, mais pas ça.
pas d'expertise, donc je me suis lancée dans le product management parce que je me suis dit c'était ce qui est le plus proche de mes amours passés d'ingénieur et en même temps du marché et de l'entrepreneuriat, parce qu'il fallait découvrir un nouveau marché, essayer de comprendre ton utilisateur, comprendre comment tu pouvais débloquer des problèmes. Et en fait, c'était ça qui me plaisait le plus, c'était craquer des problèmes et voir en fait une application fonctionner. Et donc du coup, je me suis lancée pour 1 an de freelance en product management. J'ai fait plusieurs structures jusqu'à être contactée pour devenir head of product chez Wind. Et là, chez Wind, c'était assez intéressant parce que on m'a rapidement donné pas mal de responsabilités dans la construction et l'organisation des équipes qui avaient en fait une croissance très très forte, et l'organisation, il fallait en fait vraiment la plaquer à ce nouveau type de croissance. Et donc du coup, on a construit des équipes. Au départ, quand je suis arrivée, on était en component team, donc on avait beaucoup de développeurs d'un côté qui se parlaient pas très bien entre eux, entre autres, qu'il y avait une espèce de dilution des responsabilités en component team sur des équipes qui étaient assez massives. Et donc du coup, on a décidé de structurer en feature team, donc Spotify comme tout le monde connaît à ce moment-là. Donc on a construit les tribes, on a engagé pas mal de personnes. Et donc voilà, c'était assez intéressant. C'était mes premiers pas dans la stratégie et l'organisation produit. J'ai appris beaucoup. Je me suis un peu pris les pieds dans le tapis parfois, mais par itération, on y arrivait. Et on a construit quelque chose dont aujourd'hui on peut être fier. Donc j'étais très fière de mon équipe quand je suis partie. Et puis j'ai rejoint rapidement l'équipe d'October en tant que CPO parce que je voulais encore en fait aller plus loin dans tout ce qui était stratégie. Et stratégie et évolution de l'équipe produit. Donc quand je suis arrivée chez October, il y avait une équipe produit naissante, mais il y avait encore beaucoup de choses à construire. Donc je suis plus ou moins arrivée comme premier PM parce qu'il fallait construire toute la documentation, construire tout l'aspect US, parce qu'ils étaient pas organisés en sprint, c'était encore en component team aussi. Donc du coup, on a tout construit pour qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des impact teams, des structures, une vraie discovery pour être clair, une vraie documentation, et justement passer d'un produit qui était uniquement utilisé en interne à un produit qui peut être aujourd'hui vendu en SaaS et dont on est fier. Donc voilà où j'en suis. Trop cool. Peut-être parler trop, mais... Non, pas du tout. Le but, c'est d'apprendre à découvrir. Et pour ceux qui ne connaissent pas October, c'est quoi comme entreprise ? On fait du prêt aux petites et moyennes entreprises. Ok. Notre mission, c'est de optimiser le financement des business. Et en gros, ce prêt, en fait, on le fait au moyen d'un financement un peu hybride, parce que la moitié du financement est fait à travers un fonds qu'on a constitué d'institutions financières. Et puis, l'autre moitié, c'est vous et moi qui allez, en fait, constituer votre petit prêt pour les entreprises. Donc, vous sélectionnez l'entreprise à laquelle vous voulez vendre, acheter, enfin, pas acheter, donner, prêter de l'argent. J'ai des anglicismes qui viennent, donc je suis désolée, j'essaie de ne pas faire d'anglicisme. Donc, de prêter de l'argent. Donc vous sélectionnez ça et vous pouvez prêter entre 20 et 2000 euros par projet. Okay. Et l'idée, c'est quand même de diversifier son portefeuille. Donc c'est en ça qu'on est devenu expert, expert dans le prêt. Et entre autres, on a très rapidement découvert qu'on pouvait utiliser toute la data et toute notre expertise produit dédiée en fait à la construction de scoring pour le crédit, donc que ce soit du scoring pour le risque, pour la fraude, ou maintenant on vient de développer aussi notre score ESG, donc écologie, sociale et gouvernance. Okay. Et donc à travers tous ces scorings, on peut en fait donner une réponse extrêmement rapide à toute forme d'entrepreneur. Donc en quelques minutes, vous avez une offre, et en quelques jours, vous avez votre financement directement dans votre compte en vente. Okay. Donc en gros, ça a plus ou moins tapé dans l'œil dans les banques et néobanques qui se sont dit en fait on va pouvoir en fait faire des propositions en full digital également de notre côté et simplifier en fait l'expérience utilisateur de nos clients. Et donc entre autres rapidement on s'est dit qu'on pouvait vendre en fait chacun des modules de notre produit
en marque blanche pour les néobanques, banques, asset managers et autres personnes qui font du crédit ou qui ont besoin d'une analyse, en tout cas d'une aide à la décision quand il s'agit de faire du prêt. Ok, trop cool, hyper intéressant. Maxime, on va passer à toi. Oui. On a justement des personnes dans le chat. On a Ain't One donc, qui dit Maxime est prêt pour la reconversion People News par rapport à Wansan, je pense. Et je ne suis pas Cyril qui dit que j'ai fait le projet avec Maxime dont il a parlé. On était jeunes, belle époque. C'est vrai. Sous-entendant que tu n'es plus jeune. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai Tu aussi. es très jeune. Mais on va essayer de découvrir ton âge d'ici la fin de. Très bien. En 98, il était déjà champion de basket. Oui, mais en piou-piou. Mais j'étais jeune. En piou-piou. J'avais 12 ans à l'époque. 12 ans. Okay. Voilà, maintenant, tu peux faire le calcul. C'est bon. Du coup, 86 et c'est bon. Voilà. Maxime, oui. Comment tu en es arrivé là? Pourquoi l'UX? Pourquoi le product design? Pourquoi? Alors, c'est pas du tout comme ça. Moi, c'était en gros quand je reviens vraiment au lycée plutôt, où là j'étais très geek. J'avais eu la chance d'avoir un ordinateur chez moi, donc parce que mon père travaillait dessus, et au final j'ai beaucoup bidouillé dessus. Et un jour, j'ai téléchargé Photoshop en craqué, donc Photoshop 6 de mémoire. Et donc du coup, j'ai trouvé vachement bien de faire plein de tutos pour faire des bannières, des avatars. Bon, moche en soi, mais voilà, c'était marrant. Et en fait, je me suis vraiment pris, pas de passion, mais en tout cas, j'aimais beaucoup le design, j'aimais beaucoup, surtout la nouvelle technologie autour de l'informatique et on va dire du web et de la naissance du web à ce moment-là, puisque là, on parle quand même de 2002, 2003, 2004. Donc, il venait d'y avoir la bulle. Bon, ça arrivait un peu en France, mais c'était pas encore le gros truc. Et en fait, je me suis mis beaucoup dessus. Et du coup, c'est ce qui m'a fait bien louper mon lycée aussi, double redoublement de bac et de première. Mais enfin, c'était un truc qui me plaisait vraiment beaucoup. Et puis, je m'étais dit, bon, je vais faire des études dans l'informatique. Donc, j'ai voulu partir en DUT informatique. Et puis, en fait, je parlais sur un forum de développeurs, je parlais avec quelqu'un qui lui était dans un autre DUT qui s'appelait SRC à l'époque, donc Service et Réseau de Communication. Et il me disait en gros que tout ce qu'il faisait, c'était que des trucs liés au web, liés au multimédia. Ça m'a beaucoup plu et j'ai commencé à regarder quelles étaient les formations qui étaient autour de chez moi à côté de Metz, puisque j'habitais à Metz à cette époque-là. Et puis, il y avait des DUT qui le faisaient, donc j'ai postulé et c'est passé. Vu que j'avais déjà des bonnes connaissances, que j'avais déjà fait quelques sites, mais vraiment à la main sur un FTP. Mais bon, je savais faire du CSS à l'époque déjà. Quand je suis rentré là-bas, ça a été assez simple. Ça a été quand même des études très simples pour moi, du coup. Ces 2 années-là, j'ai appris d'autres choses, mais j'ai aussi appris à ce moment-là que le développement c'était pas fait pour moi. Je suis arrivé à un moment où tout ce qui était boucle, etc., je commençais à être perdu, j'y arrivais pas. C'était comme ça. Mais voilà, je bidouillais beaucoup et je faisais beaucoup de projets perso à ce moment-là aussi. Enfin, j'essayais vraiment plein de trucs. C'était un moment où il y a plein de tests, plein de trucs moches, nuls, mais voilà, on lance plein de choses. Et du coup, après ça, en fait, il y a eu une suite logique, c'est qu'après ce DUT, on nous disait, soit vous faites une licence, soit vous rentrez dans le monde du travail, soit ça parlait pas mal d'une école à Paris qui s'appelle Éthique. Et mes parents m'ont dit, ok, on peut te financer pour la faire, donc si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, fais-le. Et j'y suis allé, et en fait là ça m'a encore plus épanoui, parce que du coup on se retrouvait avec plein de personnes qui venaient souvent de DUT SRC d'ailleurs, de plein de régions de France, mais tous avec son expérience. Donc certains étaient beaucoup plus dans le développement, d'autres plus dans le design, d'autres qui étaient plus SEO ou chef de projet. On sentait qu'ils voulaient bosser dedans, mais sans une expertise vraiment particulière. Et en fait, là-bas, il y a eu un peu les armes qui ont été faites, puisqu'on travaillait sur beaucoup de projets qui étaient soit internes, soit pour des vrais clients, mais gratuits. Enfin bon, c'était des vrais projets. Donc tout de suite, on est dans le bain. C'était pas juste du pédagogique, et puis vous verrez, ça se passera comme ça dans le monde du travail, alors que pas du tout. Donc c'était vraiment comme ça. Et donc du coup, moi j'ai continué à faire du design. J'étais pas forcément excellent dans ce que je faisais, mais par contre, je trouvais que j'avais à ce moment-là une bonne vision de ce qui était faisable et toujours un peu ce côté produit au général. Et après ça, donc le diplôme s'est fait, c'est cool. J'ai fait une alternance dans une agence qui s'appelait du coup Nealit. Et en fait, cette agence-là, elle m'a un peu ouvert les yeux sur toute la partie UX, parce que moi, en gros, à l'époque, on parlait de faire du web design. Il n'y avait pas encore ce côté UI, UX produit. Et c'est là-bas où justement c'était une agence qui était spécialisée dans tout ce qui était design et avant design. Et c'est là où j'ai vraiment appris ce que c'était vraiment de faire de l'UX, de la recherche, des tests utilisateurs, sans pour autant vraiment en faire, mais en tout cas, quand il y a tout le monde autour de soi qui le fait, on apprend forcément.
Et du coup, j'ai fait beaucoup mes armes là-bas. J'y suis resté 3 ou 4 ans à peu près. Et ça a été, c'était une super école. Et c'est à partir de là où je me suis dit, en fait, j'aime vraiment bien l'UX. J'aime bien le coupler avec la partie UI. Et en fait, c'est là où on découvre qu'en fait, ça s'appelle faire du produit. Et après ça, j'ai continué dans une autre agence qui s'appelle MFG Labs. Et pareil, j'ai travaillé cette fois-ci plus sur un produit pendant 2 ans, qui était plus ou moins parce que ça faisait partie d'un gros groupe. Donc on travaillait pour un produit pour une des autres sociétés du groupe. Et pareil, là, on a fait un truc vraiment ex nihilo, ça n'existait pas du tout. On nous a dit, il y a 8 outils, il faut les regrouper en un. Fait. C'était pas hyper simple, c'était pas forcément hyper structuré, mais en tout cas, ça m'a bien plu de travailler sur quelque chose comme ça, justement hyper transverse, où c'était très technique, très data, et il fallait rajouter une couche de design dessus. Et après ça, c'est là où vraiment ça s'est bien lancé sur le produit. Je suis parti dans une startup qui s'appelle Sketchfab, qui est une sorte pas qu'une sorte, c'était un peu le YouTube de la 3D, si on peut dire. Et vraiment très technique, par contre. C'est en gros, on pouvait, si on faisait un modèle 3D sur Blender ou n'importe quoi, si on voulait le voir sur le web, c'était pas possible. On pouvait pas le mettre sur un site pour que ce soit visible. Et eux, ils promettaient en fait de envoyer le fichier, comme YouTube, on envoie une vidéo. Là, vous envoyez le fichier et en fait, ce modèle 3D, il est visible dans un player sur le web, donc avec plein de conversions, plein de trucs techniques où là, ça me dépasse vraiment. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, ils avaient vraiment pas de vue produit du tout. C'était vraiment, on fait un truc hyper technique. C'était vraiment des gros techos là-bas. Et il y avait un petit peu de design qui a été fait par une agence. Et du coup là, ils m'ont un peu mis dedans, quoi. Ils me disent, c'est cool, il y a plein de choses à faire. Et en fait, ils m'ont fait confiance assez rapidement et j'ai proposé plein de choses. Et en fait, ça a un peu aussi orienté certaines. Je vais pas dire que j'ai fait des décisions produits gigantesques pour la boîte, mais en tout cas, on a structuré certaines choses. Et j'ai travaillé 3 ans là-bas où en fait, j'avais pas vraiment les mains liées. Je pouvais faire plein de trucs et j'ai hyper bien avancé. Mais le problème de ça, c'est que ils n'avaient pas une structure vraiment produit, il n'y avait pas vraiment de PM, c'était un CPO qui faisait un peu tout, mais voilà, il était plus dédié sur le technique. Et donc moi, je faisais un peu tout à ce moment-là, côté à réfléchir sur la stratégie, sur le produit, sur le design. Et puis à ce moment-là, il y a Sarah qui m'a appelé et qui m'a même pas envoyé un email. Et puis on va dire que c'était un bon timing, c'était le bon moment où je trouvais qu'il y avait un peu un plafond de verre. J'avais déjà parlé de ça en interne, de dire ça pourrait être bien d'avoir un PM, de passer une autre étape. Et bon, ça s'est pas vraiment fait. Et puis Sarah m'a promis beaucoup de choses. En tout cas, elle m'a expliqué toute sa vue produit sur qu'elle voulait faire sur October. Je connaissais October, mais plutôt en tant qu'investisseur perso à côté, justement sur la partie crowdlending. Du coup, je voyais de quoi on parlait. Mais après, du coup, elle m'a expliqué un peu qu'est-ce qu'elle voulait faire pour l'équipe produit. Donc, je suis arrivé dans cette équipe. Et puis, petit à petit, j'ai pris les rênes du design, tout simplement. Trop cool. Voilà. Beau parcours aussi. Merci. Et ça me fait penser que peut-être que j'ai déjà utilisé donc tes tutos pour faire des avatars et des bannières sur des forums sur Adobe Photoshop. Il y a des chances. Avant de parler de votre rencontre et donc du premier sujet, je voulais juste remercier les nouveaux abonnés parce qu'on a pas mal de nouveaux abonnés. On a Proteus, Error, Deprasos, Aint, Shorius, Théo, Mumas, Toudoupsi, Je ne suis pas Cyril, Alex trop cool et d'autres. On a aussi OIMAT qui a offert 5 abonnements, donc merci infiniment de soutenir la chaîne parce que c'est vraiment hyper agréable pour nous. On a justement des questions dans le chat. Maxime, est-ce que tu es plutôt contributeur individuel ou management ? C'est en train de changer. C'est en train de changer, justement. Je passe plus sur le management. Mais j'ai été contributeur individuel, justement, dans mon ancienne boîte. Donc c'était... Mais jusqu'à maintenant, en fait. Mais maintenant, je passe plus sur le management, justement. Ok, plus management. Donc, au moins, Aint, tu auras ta réponse. Et on a Toudoupsi qui demande en fait qui s'occupait de la partie UX, de la partie design et UX avant l'arrivée de Maxime chez October. Est-ce qu'il y en avait une partie où Oui, il y avait Nadine qui se reconnaîtra, qui était là et donc mais l'équipe était beaucoup plus petite. Donc en gros, quand je suis arrivée, je crois qu'il y avait 5-6 développeurs, je sais plus. Okay. Il y avait le CTO, il y avait un CPO avant et Nadine qui était UX UI développeur. Oui, un peu tout. Elle était product designer, pardon. Et du coup, entre autres, Nadine s'occupait de tout ça avec le CPO juste avant, mais on a voulu en fait faire scaler l'équipe, faire en sorte de donner plusieurs sujets
à traiter en parallèle, parce que en fait, le produit était quand même assez conséquent et la vision qu'on avait derrière demandait en fait d'avoir plus qu'une équipe d'une dizaine de personnes, entre autres. Donc du coup, oui, on a embauché Maxime qui avait plus de seniorité et l'idée c'était de faire grandir les équipes et de construire toute une équipe produit dont le design serait guidé par Maxime. Et c'est plus ou moins ça que je lui promettais quand j'ai envoyé le petit mail en question. C'est vrai. Et du coup, on va passer au premier sujet. Donc, c'était le product design et le product management, une relation qui est en constante évolution. On le voit déjà, rien que le product design, je pense, a évolué ces dernières années. Avant, on parlait beaucoup d'UI designer. Après, on a fait venir l'UX. On fait beaucoup plus d'user research. Donc déjà, rien que le métier a évolué. Le métier de product aussi. Comme tu l'as dit, tu as commencé chef de projet. Ouais. J'ai commencé chef de projet. Forcément, on est très souvent passé par là. On a évolué vers du product. On prend déjà beaucoup plus l'utilisateur en considération et on voit qu'on itère sur des produits. Est-ce que pour vous, déjà, le binôme UX, product design et product management, c'est un vrai binôme déjà? Parce qu'en fait, on le voit par exemple chez Le Bon Coin, on a un binôme engineering manager, donc partie tech, et product people, donc product manager, où il y a un vrai binôme. On parle très peu souvent d'un binôme product design, product manager. Est-ce que ça ne devrait pas être le cas finalement d'avoir presque un trinôme, engineering manager, product designer et product manager? Je commence. Je te laisse commencer. Pour moi, ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise. Dans toutes les structures que j'ai construites, j'ai toujours voulu qu'il y ait un binôme product manager, product designer, et voire même un trinôme, ce serait le mieux. Parce qu'entre autres, dans les équipes que j'avais en fait sous ma direction, c'était des PM un peu full stack. C'est-à-dire qu'en gros, ils adressaient à la fois la user research, ils écrivaient les user stories, ils faisaient un peu de tests également. Donc en gros, ils avaient tout le spectre du product management à gérer. Dans ces cas-là, quand on est dans des structures où, entre autres, on doit construire des squads qui doivent être dédiés à des parties du produit et à gérer en gros une problématique de bout en bout, pour moi, il est important qu'il y ait un vrai binôme qui se crée. Quand on grossit réellement les équipes et que du coup les product managers sont beaucoup plus dédiés à des petites parties du produit, voire à des fonctions très très particulières du produit, je pense au product marketing, au product ops ou potentiellement en fait on n'est plus dédié à un produit à part entière, une stratégie de développement à part entière, mais sur une petite partie, c'est-à-dire la conversion ou l'acquisition ou autre, peut-être que là, le binôme aurait moins de sens et avoir des gens qui seraient dédiés sur la user research, d'autres qui seraient plutôt dédiés à lui, aurait plus de sens. Aujourd'hui, moi, chez October ou chez Wind, je pense que le binôme product manager product designer était primordial parce qu'on est arrivé à un moment où en fait on devait craquer des problèmes, on n'était pas nécessairement encore à un moment où le product market fit avait matché et donc du coup il fallait comprendre vraiment profondément l'utilisateur, fallait poser le problème à la fois côté business et market, mais aussi côté utilisateur et comment on abordait le produit. Et ça, le couple product design, product manager, pour moi, il est primordial pour s'adresser à ces sujets-là. Une fois qu'on a compris notre product market fit, il est peut-être moins important d'avoir un couple product design, product manager. Mais encore une fois, c'est mon avis. Je suis d'accord. Super, merci Maxime. On a OMAT qui dit PM full stack, c'est quand même fun, non? Je pense aux startups en ses débuts où tout est à faire. Exactement. Moi, je trouve ça passionnant de pouvoir faire ça, mais après, il y a des personnes qui aiment bien se spécialiser sur une petite fonctionnalité. Donc, typiquement, on a des products qui aiment travailler que sur la conversion ou que sur l'acquisition ou autre. Et puis, après, c'est chacun qui a cette expérience. Après, moi, je suis plus pour être PM full stack et d'ailleurs, ça se voit dans mon parcours professionnel. Je suis toujours arrivée à des moments où... Couteau suisse, où tu faisais un petit peu tout. Exactement. Okay.
Et toi, Maxime, justement, depuis ton arrivée, comment est-ce que votre relation a évolué, vous deux On se parle plus. Vous parlez, c'est déjà pas mal. En fait, au début, quand je suis arrivé, c'était un peu ma PM aussi. Oui, quand je suis arrivé, au final. En fait, en gros, il n'y avait pas de PM à ce moment-là, donc j'ai dû construire toute l'organisation autour du PM. Il fallait comprendre aussi quel était nous on appelle ça le product playbook ou le product framework pour d'autres. Il fallait tout le construire from scratch. Donc du coup, je me suis beaucoup appuyée aussi sur Maxime et on était en binôme au départ. Après, on a engagé d'autres PM et voilà. Après, oui, je suis d'accord avec ce que Sarah dit, c'est que au final, le produit aussi, quand il grossit, je pense que le Trinome, il fonctionne une fois qu'on est sur un produit qui quand même commence à être gros, où il y a vraiment beaucoup de features, où au final, on multiplie aussi le nombre de développeurs, le nombre de designers, ou le nombre de squads, etc. Donc là, ça paraît logique d'avoir ce Trinome, et je pense qu'on va y arriver un jour de toute façon de notre côté, et c'est ce qui commence un peu à se mettre en place. En tout cas, le binôme, il est assez intéressant, parce que justement, quand je suis arrivé, j'avais pas forcément toute cette structure très PM, ce fameux playbook de le RICE, etc. Enfin, moi, pour moi, c'était des trucs, ça me passait complètement au-dessus. Et faut le dire. Et au final, j'ai vu la structure et j'ai vu aussi ce que ça a apporté. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelqu'un plus au PM qui va être sur le fonctionnel, qui va avoir, qui va aller vraiment dans un sujet en partant du simple problème, essayer d'aller vraiment jusqu'au bout et de tout comprendre, qu'est-ce qu'on attend, comment ça doit fonctionner, et puis un peu tout ce qui tourne autour de ça. Et après, côté produit, côté design, du coup, on va dire que ça arrive déjà un peu plus épuré, même si rien n'est vraiment finalisé, mais ça devient un peu plus épuré. Et c'est là où je pense que on devient vraiment product designer, et on est product designer à partir du moment où on arrive à prendre ce sujet-là, et vraiment de le remettre dans son contexte et de refaire un petit peu le travail qu'a fait le PM, mais vraiment avec le prisme design. Et donc de se dire, ok, on a fait tout ça, et si je vais plus loin, si j'ouvre telle et telle porte, qu'est-ce que ça peut faire? Et en gardant dans la tête que cette porte-là, elle peut être ouverte peut-être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, parce que le produit va sûrement évoluer, ça va permettre de construire cette fameuse feature plus facilement, et surtout aussi de potentiellement aussi ouvrir les yeux au PM sur une autre partie que nous on voit, parce que on le voit plus sur le prisme design et sur une stratégie design un peu plus globale. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, chez October, ça fonctionne bien parce que le produit le permet et les personnages le permettent aussi. Ouais, même si le product manager au départ lead sur la partie un peu définition du problème pour comprendre le marché, à quel point on a besoin en fait de s'attaquer à cette cette typologie de problème. Ouais. Le product designer est toujours avec lui pour définir le problème. C'est juste cette partie est guidée par le product design et toute la partie en fait d'élaboration qui est plus axée utilisateur. Là, c'est le product design qui va l'idée, mais le product manager est toujours derrière. Donc en fait, c'est un vrai binôme qui se construit à ce moment-là. Il y a un vrai échange qui est fait. C'est pas un qui a la connaissance d'un truc et l'autre qui l'a. C'est on fait des user tests ensemble, on fait des interviews ensemble. Alors si c'est pas ensemble, c'est enregistré et l'autre le regarde pour vraiment avoir le même niveau d'information. Et puis de s'aider. En fait, ça fait 2 cerveaux qui travaillent réellement sur une feature et pas juste un qui va dire moi je préfère avoir le bouton bleu et puis c'est tout. C'est pas le but. Donc non, ça marche plutôt bien en tout cas. On a justement dans le chat, on a Remduf qui dit 100% en phase sur le binôme PMUX et il ajouterait le lead dev en Trinome et Error qui dit lead dev ou engineering manager. Ça marche aussi en fonction des orgas, donc ça c'est vrai que on est totalement d'accord. Ça fonctionne de plus en plus et c'est bien d'avoir au moins ce triptyque ou ce binôme. On a Jordi qui pose une question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le binôme Trinome en question? Est-ce que vous avez des rituels en particulier, des points de synchronisation? Comment est-ce que vous gérez l'ownership selon les sujets et les expertises? Et justement, j'avais une des questions, c'était qui tranche sur quoi? Par exemple sur la discovery, in fine, par exemple, sur la couleur du bouton. Imaginons, on va prendre de l'UI de base pour que tout le monde comprenne. À la fin, est-ce que ça va être la partie product design qui va trancher? Est-ce que c'est la partie product manager qui va trancher? Qui tranche sur cette partie discovery en tout cas? Je te laisserai pour le trancher. Moi, je veux juste préciser. Alors pour le coup, moi, j'ai pas mon binôme, c'est le CTO, donc et Maxime qui va en fait prendre le rôle de head of design, etc. Mais spoiler il est lead designer. Mais en gros, l'idée c'est derrière tout ça, c'est de se dire que
Enfin, la question c'était quoi déjà, celle qui était dans le chat. Est-ce que tu peux nous dire plus sur le binôme et trinôme en question, sur les rituels particuliers, les points de synchronisation? En fait, on fait pas mal de synchronisation, même à l'intérieur des squads, donc ça je te laisserai en dire. Mais au-delà de ça, on fait des synchronisations un peu plus macro. Donc on fait toutes les semaines ce qu'on appelle la functional review. Où en gros toutes les personnes du produit qui ont envie d'assister à ça peuvent venir, et donc les designers et le binôme en question présente ce qu'il a étudié pendant la semaine et son point d'avancement, et il le présente devant à ce moment-là le CPO qui est moi et il le présente devant l'ensemble des produits qui sont intéressés par le sujet. Et donc en gros c'est un partage de connaissances, il y a aussi des questionnements qui se jouent à ce moment-là, et où on peut tous trancher ensemble sur comment faire avancer les choses dans le bon sens. Donc ça, c'était un des premiers rituels. Le deuxième rituel qu'on fait, et là on fait intervenir les EM justement chez nous, c'est la Tech Design Review, où on présente en fait une fois qu'on a fait toutes les user tests, qu'on a bien regardé les prototypes, etc., et que ça a été validé en functional review, on va présenter ça devant la tech. Donc le CTO et les EM sont là pour pouvoir en fait faire à peu près la même chose côté tech, et valider ou invalider en fait un prototype avant que ça passe en spécification et avant qu'on passe en production. Donc en gros, il y a vraiment des rituels assez réguliers pour avoir l'aval et la connaissance de tout ce qu'on a développé au sein du produit, que ce soit au produit, à la tech ou au design. Effectivement. Et si tu veux parler un plus sur le modèle sur le bouton, si tu veux, mais sur le modèle de la squad en elle-même. Ouais. Au niveau de la squad, donc c'est vrai que donc il y a ceux-là qui sont plus transverses, ces fameux points. Alors ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup, mais après c'est 1 heure, et c'est des points d'échange qui sont ou une demi-heure même, qui sont intéressants, parce que c'est vrai que quelqu'un va travailler sur un sujet qui en fait peut nous impacter. Donc on a besoin d'en savoir. Après, alors maintenant nous on a rajouté une couche. Je vais quand même juste parler sur la partie design qu'on n'avait pas forcément avant. Où maintenant on essaie de se faire des points justement que entre nous, justement sur ces fameuses, cette couleur de bouton, où on va utiliser tel et tel layout, pour justement en discuter hors tech review. Functional review, pardon, parce que sans dire que c'est subjectif, parce que ça reste toujours objectif ce qu'on fait, mais voilà, c'est des sujets qui sont beaucoup plus design. On va plus rentrer dans des détails très très UX, UI, où il n'y a pas forcément une logique d'avoir un PM derrière pour voir ça. Donc c'est là où on va dire ce bouton on va décider d'être comme ça. En tout cas, ce composant, ça va être voilà. Ouais. Donc comme ça, on enlève un petit peu cette discussion-là quand on arrive en functional review. Alors ça revient de temps en temps. On est encore en train de structurer ça. Il n'y avait pas ça encore il y a 6 mois. On n'avait pas encore mis ça en place. C'est parce qu'un nouveau designer est arrivé, donc une nouvelle squad. Donc il a fallu faire un peu plus de transverse. Et par contre, au niveau de la squad, c'est assez simple. Je pense que c'est comme beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. On va faire le daily le matin. Donc de toute façon, on va fonctionner en sprint, même si moi je considère toujours que le designer il est un peu hors du sprint, parce que voilà, on va plutôt dire que pour le designer ça va être une notion de temps, de dire ok, dans 2 sprints faut avoir fait ça, donc on sait que c'est 6 semaines chez nous. Ok, ça nous donne un peu une notion de temps. Par contre, on participe quand même à la vie de la. C'est 3 semaines. Hein, oui, 2 fois 3 semaines. Pardon. Et il est perdu. Et du coup, on fait les rituels standards qui vont être les daily. Voilà, pour que, comme on dit, qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, la visibilité, quels peuvent être les problèmes. Il y a pas mal d'échanges qui vont être faits, on va dire, sans vraiment de rituel, avec du coup PM et designer, pour être synchro, pour être sûr d'avancer sur certains sujets. Selon les moments aussi, il y a des fois on peut être vraiment en grosse discovery, donc on fait plein de user tests, il y a beaucoup d'échanges à faire, donc là, voilà, il y a plein d'échanges, comme des fois où ça va être un peu plus de la prod, donc on se laisse un peu tranquille chacun de notre côté et on avance, mais on continue à faire ces points d'échange. Donc ça c'est au niveau si je puis me parler, le M lui aussi intervient notamment dans la définition du problème. Okay. Et donc oui, même de manière régulière, il y a des points faits avec le PM. Je ne sais pas si vous êtes un peu dedans ou pas, mais justement, c'est ce qu'on essaye de faire. Généralement, on est à 3. C'est pour ça que quand on dit qu'on est binôme et que d'un coup, on veut parler à l'EM sur une problématique un peu technique, qu'on n'est vraiment pas sûr, et on lui en parle. Et
pour le coup, c'est un peu informel. C'est pas forcément un point dédié spécifique à un moment. C'est une discussion Slack un peu rapide et ça avance plutôt bien. Et à côté de ça, après, on a les sprint planning, les rétros, tout ce qui est le plus standard auquel on participe parce que on peut parler de design même si ça a été fait il y a 4 mois. On peut en parler à ce moment-là. Donc il faut être là. Et juste, vas-y. Non, mais juste pour finir, quand il y a une vraie avancée, c'est-à-dire qu'il y a un proto qui va complètement changer les interfaces et on sait que ça va changer même les méthodos en interne chez nous, on fait une vraie présentation devant l'ensemble de l'équipe tech, produit et design pour que tout le monde comprenne où on veut aller, pourquoi on l'a fait. Donc il y a la définition du problème, définition du marché. On essaye aussi d'établir en fait comment ça va impacter nos utilisateurs. Et donc il y a on appelle ça un product pitch chez nous. Donc c'est un moment où qu'on s'accorde entre nous pour essayer en fait d'établir quelle est la vision, où est-ce que on veut aller et quels sont les premiers protos liés à ce changement un peu clé pour la structure. Je suis trop cool. Avant de passer à la question de Heinz, moi j'avais une question justement. Tu le disais, généralement les product designers, vous êtes en amont, vous êtes dans cette phase de discovery, et en fait, on vous voit peu dans cette phase de delivery. Est-ce que selon vous, le product designer devrait être plus impliqué sur cette phase de delivery pour être sûr que par exemple le cahier, enfin en tout cas les protos ou les maquettes sont bien respectés, pas pixel perfect peut-être, enfin selon les contextes, mais en tout cas que ça ressemble beaucoup plus parce que on le sait généralement quand on développe, des fois il peut y avoir un petit écart ou des fois il va y avoir un grand écart et donc avoir cette vue du product designer pourrait dire en fait stop, là on va droit, c'est pas du tout ce qui était prévu et donc il faut reprendre les bases. Il y a des fois, ça reste du Jean-Michel à peu près. Faut pas se leurrer, parce que il n'y a pas forcément le temps tout le temps. Et c'est aussi peut-être aussi un manque de notre côté où des fois on a manqué un peu de structure de se dire ok, on va pas vraiment faire de la review de ce qui sort. Par contre, des fois sur d'autres choses qui sont plus clés. Donc typiquement là, il y a une grosse feature qui devrait pas tarder à arriver dans les sprints. Donc, les développeurs qui nous voient, bon courage. Et du coup là, par contre, on va vraiment faire attention que ça soit bien suivi parce que ça structure beaucoup de choses pour l'après, pour d'autres parties. Ils vont pouvoir utiliser ces composants-là pour faire plein d'autres sous-pages. Donc là, on va faire un peu plus attention. Mais des fois, sur d'autres parties, ça laisse un peu plus de mou parce qu'il y a aussi on va dire, c'est un avantage, désavantage, c'est qu'on fait aussi surtout un outil en interne en premier. Et donc, ça marche. On veut quand même que la feature fonctionne parce qu'elle peut être très très compliquée techniquement ou même juste d'un point de vue métier pour les personnes qui utilisent à la fin. Par contre, sur tout ce qui va commencer à sortir pour l'externe, là, on va essayer de faire un peu plus attention à tout, même sur les titres, sur les textes, sur comment c'est représenté, est-ce que c'est compris. Mais voilà, ça va être plus sur certains détails, mais au global, c'est vrai qu'on est un peu plus léger. Oui, enfin, quand même, il y a du test fait par les PM et les designers en fin de Là, je parlais vraiment de la partie design. C'est vrai qu'après tout le test fonctionnel, c'est vrai que c'est beaucoup fait par le PM pour être sûr du coup que ça fait bien ce qu'on veut. Oui, mais c'est vrai que c'était sur cette partie design en tout cas, mais dans 98% des entreprises, on le voit beaucoup plus sur cette phase de discovery parce que forcément, et moins sur cette phase de delivery. Justement, donc on avait Heinz One, donc Heinz 1, je sais pas, en tout cas désolé pour le pseudo. C'est Antoine. Antoine, ouais, c'est pas mal. Alors, il demande comment l'épidémie a impacté votre fonctionnement avec l'émergence imposée du télétravail. Pardon, est-ce que tu peux la refaire? Comment l'épidémie a impacté votre fonctionnement avec l'émergence imposée du télétravail? Est-ce que le télétravail, en fait, avec l'épidémie, ça vous a impacté au niveau de... Alors, en fait, moi, je suis arrivée chez October en 2020, en janvier 2020, pour être clair. Donc, ça veut dire 3 mois après, c'était le lockdown. La mort, ouais. Voilà. Donc, il y avait, comme je vous ai dit, il n'y avait pas trop de process implémentés. C'était un peu ils faisaient leurs spécifications de manière très technique. Et puis, c'était fonctionnellement, ils parlaient entre eux pour pouvoir en fait s'en sortir. Donc, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai faite, c'est faire toutes mes interviews avec l'ensemble des métiers pour comprendre où on en était et puis commencer à implémenter tous les process derrière. Donc, oui, ça, de manière nécessairement, le fait de mon arrivée, ça impliquait un changement radical. Et en plus de ça, il fallait que ce soit fait de manière complètement digitale. Mais
ça s'est fait de manière complètement fluide, puisque on avait déjà Notion, j'avais mis en place les user stories sur Notion, on avait commencé à tout documenter, on utilise Whimsical, parce que c'était ce qu'il y avait de base, c'est la même chose que Miro, mais voilà, il y avait Whimsical, donc on a pris Whimsical. Et du coup, tout a fonctionné très bien. Et il faut savoir que l'ADN d'October est quand même très européenne. Donc on a des pays dans... Enfin, on est dans 5 pays, européens. Donc on est en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hollande et en France. Donc l'ADN était dans le fait de pouvoir en fait communiquer de manière complètement digitalisée et virtuelle, puisque sinon on ne pouvait pas le faire. Donc ça a changé parce que je suis arrivée et que j'ai mis en place des process et qu'on a engagé de nouvelles personnes, etc. Mais ça n'a pas changé nécessairement que parce que la crise est arrivée. Ok, trop cool. On a Toudopsy qui vous pose la question, qu'est-ce que vous appelez une grosse feature versus une petite feature par exemple? Enfin, c'est pas une grosse feature, c'est une épique plutôt. C'est vraiment, moi ce que je vais dire grosse feature, alors on n'a peut-être pas tous la même définition, mais c'est quelque chose qui va être structurant pour la plateforme. Par exemple, là, il y a un gros redesign qui est prévu d'une des pages clés de l'application. Mais en fait, c'est sur celle-ci qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites à côté. Et pour moi, c'est un truc clé parce qu'on restructure beaucoup de choses dedans, sur la manière de fonctionner, la manière de travailler aussi des équipes qui vont l'utiliser. Donc ça, c'est assez, pour moi, c'est une grosse feature. Pareil, on a, je sais pas ce que je peux dire en fait, mais on a des, je sais pas ce que je peux dire. Donc on a d'autres grosses features. Non, vraiment des choses soit qui n'existaient pas, soit vraiment qui changent radicalement la manière de fonctionner de Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre nouveau score qui vient de sortir, qui est dédié à l'école. Enfin, en gros, c'est un score pour chaque entreprise pour évaluer en fait comment elles s'en sortent au niveau ESG, donc écologie, sociale et gouvernance. Et donc ça, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout. Donc on a dû créer from scratch quelque chose. L'algorithme et ainsi de suite. Voilà. Et donc tous les tests devaient être beaucoup plus conséquents puisque ça allait complètement modifier l'utilisation par nos équipes en interne des process, mais également en fait de la compréhension d'une entreprise. Donc forcément, on avait plus de tests à faire et il fallait aussi engager nos utilisateurs en interne, leur prouver que ça avait du sens pour eux et qu'ils pouvaient nous faire confiance sur ce nouveau score. Et donc, c'est quelque chose auquel on a mis beaucoup de temps à sortir pour que ce soit bien évalué et bien anticipé, en tout cas, cette appréhension qu'ils pouvaient avoir. Trop cool. Je reviendrai juste quand même sur juste la partie de l'impact du Covid, on va dire, avec tout ce qui a pu être télétravail, etc. Il y a un point quand même qui est important, c'est que on n'est pas remote first non plus, même si on est dans 5 pays, il reste des bureaux dans chaque pays. En tout cas, on n'était pas. Voilà. Mais on ne l'est toujours pas en fait remote first dans le sens où il n'y a pas d'asynchrone. Enfin, il y a beaucoup de docs, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui peut être à 6 heures de décalage, un autre à 8, et finalement quand même réussir à délivrer de la feature. On reste quand même beaucoup synchrone on se parle sur Slack, même s'il peut y avoir des délais d'1 heure, 2 heures, ça reste quand même du en temps réel. Oui. Voilà. Okay. Donc ça c'est quand même assez un point important parce que, et je vois ce que veut dire Antoine, c'est pour le coup c'est des boîtes qui justement sont comme ça un peu internationales où ils disent voilà, on a 100 collaborateurs qui sont dans 50 pays différents. C'est pas notre cas. Donc du coup quand même la structure qui est faite actuellement permet quand même de travailler d'où on veut, et ça il y a pas de problème, mais parce que la structure permet, ce qui peut être moins le cas dans d'autres métiers. Je prends ceux d'October qui sont plus justement sur la finance, où il y a plus cette logique d'être on est ensemble, très très synchrone sur le travail. Donc alors je sais pas quel impact ça a pu avoir sur October, parce que moi je suis arrivé juste à la fin du confinement, mais en tout cas ça fonctionnait bien. Quand je suis arrivé, j'ai vu que ça fonctionnait bien parce que on avait tout ce framework qui était mis en place de points tous ensemble pour vraiment avancer, pas être juste chacun dans notre coin à faire notre feature sur le canapé, quoi. Trop cool. Avant de conclure justement sur cette partie, est-ce que vous pourriez donner des tips à des product people où on a un product manager et un ou une product designer et un ou une product manager qui ne s'entendent pas? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour justement créer cette synergie que vous avez? Je l'ai vu en dehors, du coup je le vois aussi ici. Comment est-ce qu'ils pourraient créer ce début de synergie? Est-ce que vous avez des tips à donner, des réunions, des choses qui vont faire que peut-être qu'il y aura un petit step-up en tout cas sur cette relation-là? Pour moi, la première chose à faire, c'est de définir quelles sont les responsabilités et qui
qui est, en gros, qui est responsable et qui est là pour faire partie de chacun des workshops ou de chacune des analyses. C'est pour ça que nous, c'est important pour moi qu'on ait un vrai product framework ou playbook, enfin ça dépend des personnes. Mais en gros, l'idée c'est de bien définir qui est en charge de ça. Et ça, c'est pour pas qu'il y ait de frustration ou qu'on se sente dénué de responsabilité. Pardon. Le deuxième point que je ferais, c'est, faut que le manager, ou je sais pas s'il y a pas de manager, je sais pas, le coach à ce moment-là, analyse quels sont les points forts du PM et quels sont les points d'amélioration de ce PM. Et donc, comme on sait tous, le PM, il est à la fois, il doit être à l'interface entre le design, la tech et le produit, et le business, pardon. Et donc, du coup, généralement, on a des PM qui sont plus à tendance marketing, ou plus à tendance business, ou plus à tendance design ou tech. Et donc, l'association, en fait, entre le product manager et le product designer, il ne doit pas être fait complètement aléatoirement, on va dire. Pour moi, quand j'essaie de créer les binômes, quand je recrute, en tout cas, j'essaie d'identifier chez mon product manager ou chez le product designer que j'ai face à moi, quels seraient les points sur lesquels il pourrait faire pousser dans le bon sens le binôme et créer une vraie complémentarité entre un product designer et un product manager. Donc, je pense à un de mes PM, par exemple, qui est très très fort en analytics, qui est très très fort en tech aussi, mais on va dire qui est beaucoup moins UX, UI, on va dire. Ça balance. Pardon ? Ça balance, hein, là. Non, j'ai rien dit, je ne sais pas qui c'est. Et du coup, cette personne-là, on va l'associer avec un product designer qui a plus tendance à insister sur l'UX et à bien rentrer en profondeur dans l'aspect UX, UI, surtout l'UX à ce moment-là, parce que c'est quelque chose pour lequel il n'est pas du tout sensible, ou il ou elle. Et du coup, en fait, quand on sélectionne ou on recrute cette personne, il est important de bien déceler quels atouts ou quels points forts pourraient être contrebalancés dans le binôme. Après, ça, c'est mon tips de manager, en tout cas. Moi je dirais qu'il faut mettre aussi de l'eau dans son vin, parce qu'après tout dépend les deux personnes qui s'entendent pas, si c'est vraiment professionnellement ou si c'est du caractère. Après faut être team player aussi. Si c'est une personne qui est là avant nous ou après nous, mais qui est très compétente dans ce qu'elle fait, il faut aussi réussir à trouver un juste milieu. Certes, il peut y avoir des choses qui nous plaisent pas, mais essayer d'en discuter au maximum pour pas que ça influe sur la vie du couple, on va dire. Pour l'instant, ça m'est pas vraiment arrivé, mais je pense que c'est aussi important. C'est pas juste arriver avec ses idées, dire c'est comme ça que ça va se passer, et puis en fait tu m'écoutes. Il faut que les deux soient raccords. Mais bon, ça c'est surtout de la discussion qu'il faut avoir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le côté chacun bosse dans son coin, ça marche. En tout cas, chez nous, ça marcherait pas. Il y a besoin vraiment d'échanger beaucoup. Des fois, on n'est pas d'accord, mais ça fait partie du boulot. Mais ouais, je pense que ça, c'est surtout team player, quoi. C'est important. Et on me dit dans le chat, manger des crêpes, c'est la solution à toute entreprise. Voilà. Très bien. Un breton sur moi. Avec vos emplois du temps, est-ce que vous avez le temps de faire de la veille sur le produit de manière générale ? On est obligé. Enfin, moi, je suis obligée en tant que CPO de faire de la veille sur le produit. Déjà sur l'univers concurrentiel et pour savoir comment on va se positionner. Surtout qu'en plus, on est en train de développer un SaaS qui n'était pas du tout notre cœur de métier juste avant. Donc, on est obligé de comprendre l'univers et le marché des asset managers, des néobanques qui n'étaient pas nécessairement en fait ce qu'on faisait avant. Donc oui, je suis obligée de le faire et je me laisse, quoi qu'il arrive, du temps pour le faire. Okay. J'en faisais beaucoup, maintenant c'est quand même un peu moins, mais on va dire que vu que je suis dans d'autres communautés aussi de personnes qui bossent dans le produit, enfin designers, développeurs, c'est vrai qu'on se partage souvent des choses qui sortent, donc c'est comme ça qu'on va dire que la veille est faite, mais j'ai pas, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas ouvert TikTok, alors que pourtant c'est utilisé la première app utilisée au monde, donc
Bon, il y a des choses qu'on loupe. Après, c'est là où je vais faire plus de veille, c'est plus sur des choses vraiment qui m'intéressent. Donc, par exemple, en ce moment, je suis beaucoup sur tout ce qui est, depuis quelques années déjà, sur tout ce qui est crypto, tout ce qui est finance décentralisée. Il y a plein de choses qui se lancent et en fait, c'est des produits à part entière. Et c'est vrai qu'une fois que je mets le nez dedans, déjà, vu que ça m'intéresse, de se rendre compte comment ils ont résolu certains problèmes, comment ça fonctionne. Et puis, je vois ce prisme un peu plus UX de, OK, il y a des trucs hyper complexes et ça arrive à fonctionner. Puis d'autres fois, c'est hyper complexe et personne ne comprend rien. Donc, on va dire que c'est plus cette veille-là que je vais faire. Et bien justement, nous on a créé une petite rubrique qui nous permet de voir en 5 minutes ce qui s'est passé sur le mois précédent, et donc c'est le review produit.